Allô? Oui, voilà. Bon. Désolée pour le retard. Donc, bienvenue aux personnes qui sont présentes et à celles qui sont en distanciel pour ce webinaire, donc dans le cadre de nos états généraux de la chaleur solaire. Donc, on va démarrer tout de suite donc ce premier webinaire du parcours expert sur le thème « Prévenir et guérir les petits et gros tracas des installations solaires thermiques ». Et donc, je vais passer la parole à Philippe Papillon qui animera cet après-midi ce webinaire. Merci Edwige. Donc bonjour à tous. Quand Edwige m'a demandé d'animer cet atelier, il y a quand même quelque chose, ça m'a un peu turlupiné au niveau du titre. Je me suis dit, c'est comme si on allait à un congrès de la SNCF et qu'on avait un atelier dédié aux trains qui arrivent en retard. Voilà, c'est, je pense, une des formations qu'on a dans la profession, c'est qu'on est, alors une des formations ou une qualité, moi je verrais plutôt une qualité, mais depuis que je bosse dans le solaire thermique, et ça va bientôt faire 35 ans, globalement, on a toujours été inquiet de la performance de nos installations et de vérifier qu'on était toujours proche du nominal et de déceler toutes celles qui pouvaient être des soucis dans la profession. Donc voilà, donc globalement, je pense que c'est positif parce qu'on a un retour sur ce qu'on fait, on a conscience de ce qui a été fait, bien, moins bien, avec des expériences, Alexandra Batlet, Texol, donnait l'historique du solaire thermique, effectivement, dans les années 80, on a derrière, on a mis la GRS en place. Donc, à chaque fois, on a le retour d'expérience qu'on alimente. Et aujourd'hui, globalement, on peut dire qu'on a à peu près toutes les méthodologies qui vont bien pour avoir une installation solaire thermique performante, pérenne, durable et qui puisse procurer de la réelle économie d'énergie, à la fois sur l'aspect CO2, l'aspect précarité énergétique qui prend de plus en plus de place aujourd'hui et le contexte malheureux actuel nous donne une nouvelle fenêtre de tir et il faut qu'on on a tous les outils, toute la méthodologie pour réagir de façon performante. Donc, pour animer, pour faire tous ces petits exposés et nous représenter un petit peu toute la méthodologie qu'on a, on va faire le parcours de l'installation. En début, voilà, les bonnes pratiques, quelles sont-elles? C'est Lionel qui nous présentera ça. Après, on aura Morane d'Atlanson et John de Maintenance Solaire France qui nous feront une immersion un peu sur le terrain. Et puis Fabrice derrière qui dira, voilà, s'il y a un gros tracas, nous, on est encore là au niveau de l'ADEME, pas dans toutes les régions, mais on est encore là et on peut aider à remettre ça d'équerre de façon à ce que ça reparte pour un tour. Donc, sans plus attendre, je vais laisser la parole à Lionel Nicolo. Lionel Nicolo, qui bosse à Ines Plateforme Formation et Évaluation. Bon, Lionel, c'est aussi un vieux compagnon de route. On a tous les deux bossé à Clipsol dans nos jeunes années quand on avait plus de cheveux. Donc, voilà, ça ne rajeunit pas, mais voilà, je te laisse la parole. Merci Philippe. Bonjour à tous. Donc pendant toutes ces années, Sokol a travaillé beaucoup sur le développement de plein d'outils pour permettre au solaire thermique d'atteindre une belle maturité avec un fonctionnement plutôt performant. Et depuis le début, c'est performant. Le seul souci qu'il y a eu pendant quelques années, ça a été un gros manque de suivi de certaines installations. Et on verra par la suite que ce manque de suivi a un impact sur les performances de l'install. Donc là, on est dans comme on a vu un peu ce matin, on est quand même dans une situation où il y a une dynamique forte pour relancer le solaire thermique. On a vraiment un gros potentiel. L'idée, c'est de vraiment prendre du temps maintenant pour optimiser les systèmes et redorer cette image d'un solaire qui marche bien finalement, quand on regarde bien, quand on s'en occupe un peu.
Là, actuellement, on se rend compte maintenant sur les bâtiments neufs que la part de l'ECS est quand même très importante. C'est plus de la moitié hein, entre le chauffage et l'ECS maintenant. Et donc, le solaire a vraiment sa place. Une nouvelle réglementation et le prix de l'énergie vont faire que on va avoir une dynamique. Elle est déjà présente. Donc, sur le site Sokol, je vais représenter un peu parce que c'est quand même très intéressant pour tout le monde. Sur le site Sokol, vous avez accès quand même à beaucoup d'outils en accès libre. Depuis des années, de nombreux experts ont participé à ça et à la réalisation d'outils de livret technique, de fiches d'exemple, de vidéothèques, de photothèques, et ça permet de pouvoir faire des projets qui fonctionnent bien depuis le départ jusqu'à sur une très longue durée. Donc, ils sont classés en 5 catégories. L'initialisation du projet, où on va pouvoir avoir accès à plein d'exemples et plein de documents intéressants pour initier son projet, savoir à qui il faut s'adresser et avoir un peu de retour sur pas mal d'expériences. Surtout, ce qui est important, et bon, je suis bien placé pour en parler, c'est de s'entourer d'une équipe et n'hésitez pas à faire appel aux organismes de formation à tous les niveaux. C'est-à-dire que de la conception, du maître d'ouvrage, typiquement, on a des formations pour les maîtres d'ouvrage, on a des formations pour les installateurs, il existe des formations pour les bureaux d'études, bien entendu, mais aussi pour les exploitants. Et ce qu'on remarque, c'est qu'il y a encore trop peu d'exploitants formés. Il y a pas mal de fiches sur la conception. De nombreux schémas au cours des années se sont avérés peu performants et ont rapidement été supprimés, ou tout au moins, entre Philippe, d'autres personnes, on a vraiment milité pour que ces schémas disparaissent et qu'on arrête de faire des systèmes compliqués. Il vaut mieux un système simple, mais qui fonctionne dans la durée, et plutôt qu'un système un peu plus performant, mais qui marche la moitié du temps. Donc ça, il faut bien l'avoir à l'esprit. C'est très important de faire simple. Alors, la mise en service statique dynamique qui a été mise en place est quelque chose d'essentiel et ça a changé beaucoup de choses depuis que ça a été mis en place. Alors, c'est pas encore bien fait. C'est en phase de montée en puissance. On se rend compte que les installations qui maintenant sont mises en route avec mise en service statique dynamique, pourquoi elle a été mise en place, cette mise en service statique dynamique? C'est parce que souvent les installations étaient mises en route alors que les logements n'étaient pas encore occupés. Et on se retrouvait avec des installations qui partaient en surchauffe alors qu'elles n'étaient même pas encore finies de réaliser. C'est quand même problématique. Maintenant, le fait de bien vérifier l'installation avant sa mise en service, attendre qu'il y ait suffisamment de personnes dans les logements, nous permet rapidement d'avoir des installations qui partent d'une bonne façon et puis après qui sont suivies. Cette vérification, j'en reviendrai encore sur le suivi. L'INES participe beaucoup au suivi, c'est très important. Donc, vous pouvez trouver tous les livrets techniques avec toute cette partie mise en service. Le suivi de l'installation, qui est essentiel. Donc, l'INES PFE, depuis de nombreuses années, utilise un logiciel qui s'appelle TSW qui permet de suivre les installations sur la durée. C'est important parce que sans indicateur de performance, on ne sait pas si l'installation fonctionne ou pas. C'est-à-dire que comme il y a toujours de la pointe sur un CC collectif, les gens ne savent pas. Donc ce suivi, on voit sur cette courbe qu'en très peu de temps, une installation qui est suivie va reprendre rapidement
des performances nominales. Ce que j'ai pas mis comme courbe. Donc là, on voit que sur à peu près 1 an et demi, 2 ans, l'installation est à peu près à son nominal de fonctionnement. Parce que quand, en gros, on a plus de 80% de performance, on estime que l'installation fonctionne très bien. Par contre, si l'installation n'est plus suivie, en moins de 6 mois, les performances s'écroulent. Donc attention à ça, surtout dans le cas où les personnes, c'est ce qu'ils n'ont plus d'indicateur. C'est-à-dire que le problème, c'est que quand on conduit, nous, on a souvent dans les formations, je mets un espèce de tableau avec un compteur de vitesse, et puis si vous n'avez pas la vitesse, vous avez du mal à savoir à quelle vitesse vous roulez. C'est un peu pareil. Donc il ne faut pas, pour moi, il est essentiel que ce suivi, et ça j'incite vraiment les fabricants à les intégrer aussi dans leur système pour qu'on ait des indicateurs faciles pour tout le monde. Je vous remercie. Je vais passer la parole à, si vous avez des questions, on verra après peut-être. Je te repasse la parole. Philippe. Ouais, donc merci Lionel. Donc on va essayer de prendre toutes les questions à la fin. On va d'abord avoir tout le panorama et puis on pourra réinterroger tout le monde. Donc Moran, qui est chargé de mission solaire à Atlansun, globalement a un travail de terrain où il connaît un petit peu tout ce qui se fait en Bretagne, Pays de Loire. Donc même s'il n'y a pas beaucoup de soleil ou qu'il pleut plusieurs fois par jour, comme tu nous le répètes régulièrement, il y a quand même pas mal d'installations solaires. Et justement, c'est encore plus compliqué parce qu'il faut déceler quand elles fonctionnent et quand elles ne fonctionnent pas. Donc, il y a une sacrée expertise qui a été développée là-bas. Effectivement. Quand ça marche, parce qu'il fait pas toujours beau, on est d'accord. Hein. Plus sérieusement, moi je vais faire un petit état des lieux qui n'est pas forcément réjouissant, mais j'aime bien faire l'oiseau de mauvais augure pour démontrer que derrière la filière elle est là et que les acteurs sont là, surtout de la chaîne de valeur. Moi, je vais partir tout simplement deux constats, des constats terrain que je pense qu'on peut retrouver pas qu'en Bretagne, hein, mais qu'on peut retrouver bien évidemment un peu partout sur le territoire, avec un premier on va dire avis ou opinion. Je ne sais pas si elle est partagée, mais je pense que oui, c'est le manque de connaissance des installations par les maîtres d'ouvrage. Clairement, pendant longtemps, ils ont investi et après, ils n'ont pas pris en main leurs installations. L'une des premières raisons, c'est que par le passé, la mise en service dynamique, ça n'existait pas. Maintenant, c'est obligatoire, c'est un passage obligatoire. Ce défaut de mise en service, d'accompagnement, c'est tout simplement la méconnaissance des systèmes. Qui dit méconnaissance des systèmes dit fondamentalement défaut de suivi des performances et des fonctionnements du coup des installations. Alors, pour rejoindre sur ce qui a été dit précédemment, suivre une installation quand il ne fait pas beau, c'est compliqué. Mais réceptionner une installation solaire sans soleil, c'est exactement comme réceptionner une chaudière gaz sans gaz. On est incapable de savoir si ça fonctionne ou pas. Pendant trop longtemps, c'est ce qu'on a fait. Et puis, d'une manière relativement simple, et pour rebondir sur ce qu'a dit précédemment Lionel, sans comptage, sans compteur, on est incapable de savoir ce que ça produit, que ce soit à distance ou in situ. Le deuxième point qui a été relevé, c'est tout simplement une certaine opacité au niveau de la maintenance. Très souvent, malheureusement, les mainteneurs manquent tout simplement de formation, manquent de praticité de formation face à l'usage de la technologie, qui reste malgré tout toute simple, mais aussi simple soit-elle, si on n'est pas formé, on ne peut pas tout révolutionner. Il y a un autre aspect aussi qui est malheureusement fréquent au niveau des boîtes de maintenance, mais qui on peut malheureusement aussi retrouver ailleurs, c'est le turnover des techniciens. Qui impacte de fait la capacité en fait à suivre et à prendre en main une installation. Le savoir, souvent, il est situé, la formation, au niveau des bureaux, au niveau du chargé d'affaires ou du chef d'agence. Et malheureusement, le technicien, lui, il n'a pas forcément cette qualif. Et quand il a commencé à prendre en main l'installation, c'est pas dit qu'il reste sur place ou tout simplement dans la structure.
Et puis le troisième point, c'est la problématique par rapport aux contrats de maintenance, qui sont très souvent liés à des appels d'offres et sur lesquels en fait il y a très peu de détails. Et très souvent malheureusement, peu de précision sur les attentes que peut avoir le maître d'ouvrage face à son installation, maître d'ouvrage qui, dans la plupart des cas, ne connaît pas son installation, donc c'est compliqué d'avoir justement des attentes par rapport à ça. Puis le troisième point, d'une manière générale, c'est la difficulté à savoir que faire. Que faire devant une installation, qui plus est lorsqu'on a un doute sur si elle fonctionne. Trop souvent, malheureusement, il y a des choix décisionnels qui sont pris en chaufferie, toujours dans l'urgence, qui peuvent avoir de gros impacts sur la pérennité de l'installation. Il y a des mauvaises manips et d'une manière générale aggraver l'état global d'une installation. Par exemple, on a un doute, machinalement, on ferme la vanne solaire, plus de circulation, le glycol, qu'est-ce qu'il fait? Il se dégrade. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est malheureusement des cas. Tous ces aspects-là viennent aussi d'une méconnaissance de tout ce qui est dispositif et structure d'accompagnement. Aujourd'hui, on le voit, il y a une filière qui est en place et il y a plein d'outils à disposition. Lionel en a parlé, dispositif Socol, il y a des structures d'accompagnement. Je ne vais pas faire la promotion d'Atlanson parce qu'on n'est pas les seuls, on est birégional, mais il y a plein de structures, il y a l'INES, il y a des bureaux d'études, il y a des installateurs, il y a des mainteneurs qui sont là, il ne faut pas hésiter à les contacter. Face à ça, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait tout simplement se réapproprier son installation. Le maître d'ouvrage doit se le réapproprier. Et pour ça, si ce n'est pas lui, c'est tout simplement son agent de maintenance qu'il doit former. Il doit former en interne et il doit conserver ce savoir-faire en interne. Pourquoi? Parce que le meilleur donneur d'alerte, c'est la personne qui passe tous les jours en chaufferie. Ce n'est pas le technicien de maintenance qui va passer une fois par mois ou tous les 6 mois en chaufferie. Ça va permettre, cette formation, de valoriser le personnel. Le technicien qui est là tous les jours, il est avide de savoir, de comprendre. Si on lui donne les clés, il fera un excellent boulot et surtout, il va permettre à la clé de faire de réelles économies d'énergie et de faire performer l'installation. Économie d'énergie, économie économique, financière directe, passera foncièrement par un suivi efficace et quotidien sur lequel on ne va pas voir de dérive au niveau du fonctionnement parce que c'est des petits détails qui vont induire de gros défauts demain. Derrière, on a aussi la possibilité de mettre en place un suivi. Lionel en a parlé, mais il n'y a pas que l'INES qui le propose. John en parlera juste après. Des outils simples existent, mais encore faut-il les connaître et surtout les mettre en place. Et puis d'une manière générale, il faut remettre en place la notion de mise en service dynamique dans les appels d'offres. Pour ça, il y a des exemples, il y a des documents qui existent sur la plateforme Socol. Ils sont libres d'accès, il faut vraiment y aller. Enfin, je dirais qu'il faut tout simplement faire une certaine remise en cause des contrats de maintenance en les reprenant, en les rédigeant pour vraiment bien se faire accompagner à la fois sur la méthode rédactionnelle. La filière est à disposition pour ça et les outils Socol sont prévus pour ça. Il faut pousser les mainteneurs à se former. Ce n'est pas le tout de leur acheter des prestations, il faut les pousser, il faut leur demander d'être le plus vertueux possible et que derrière, ils montent en compétences. Et pourquoi pas intégrer la notion de contrat de performance ou d'intéressement à la performance, puisque c'est quand on est challengé que généralement, on est le meilleur. Enfin, j'en terminerai là. La notion de communication, elle est fondamentale. Si on ne parle pas du dispositif Socol et des outils qui sont libres d'accès, et je le redis, libres d'accès, personne n'ira les chercher. Ne pas oublier de dire qu'il y a des solutions d'accompagnement financier via l'ADEME, ça sera explicité un peu plus tard. Qu'il y a aujourd'hui en France, en métro, mais ailleurs aussi, des solutions d'accompagnement à la fois pour les diagnostics, les audits, les conseils par des structures compétentes avec de l'expérience et qualifiée. Et qu'on peut aussi avoir une approche qui soit patrimoniale ou sectorielle professionnelle, par exemple des bailleurs sociaux, des établissements de santé qui ont un parc et qui ont tout simplement besoin d'être accompagnés. Ça peut se faire sur la notion de grappe de projet pour essayer de challenger à la fois à la notion de diagnostic, d'audit et puis surtout d'efficacité à la clé. Et puis, quelque part, si il y avait un mot à donner, un mot de fin, c'est la preuve par l'exemple, parce que ce n'est pas parce qu'on est face à une installation qui sous-performe que c'est une fin en soi. On a la possibilité aujourd'hui de voir que le parc existant accompagné, il performe, lorsqu'il a été repris en main et bien suivi,
qu'aujourd'hui, le prix de l'énergie, les tensions au niveau de la ressource de l'énergie, clairement donnent un intérêt extrême à redémarrer une installation solaire. C'est pas parce qu'elle est arrêtée qu'elle peut pas redémarrer. Je dis pas que ça sera simple. Et puis aussi qu'on a le cadre de la loi qui pousse à cela, c'est-à-dire que le décret tertiaire, c'est aujourd'hui un tremplin pour vraiment s'engager sur à la fois la prise en main et la connaissance de ces consommations et faire en sorte que derrière, toute solution permettant de faire des économies d'énergie sera le bienvenu. Et je terminerai là-dessus, un maître d'ouvrage qui est réconforté sur le solaire thermique, ça sera un meilleur prescripteur qu'une campagne de pub qui prendra du temps et sur lequel on n'est jamais sûr qu'elle sera bien écoutée et reçue. Philippe, à toi le micro. Merci Morane. Donc là, on a un état des lieux. Il y va pas gentiment, le copain Morane. En Bretagne, il n'y a que des trains qui arrivent en retard. Mais non, mais bon, c'est bien d'avoir cette vision, cette analyse. Bon, moi, je suis toujours plus optimiste parce que je pense que effectivement, on est toujours un petit peu à s'auto-flageller dans la profession et qu'il faut quand même voir les verres à moitié plein. Et pour illustrer ce verre complètement plein, c'est John, donc de Solaire Thermique France. Donc, John est installateur et mainteneur en Île-de-France, spécialisé uniquement en solaire thermique, avec de plus en plus de contrats de maintenance sur des installations solaires thermiques. Donc là, on a l'exemple que quand on a quelqu'un qui est formé, qui est vraiment sur ce secteur-là, et ben ça peut être quelque chose de vraiment positif. Donc John, pour l'instant, il intervient qu'en Île-de-France, donc il y aurait de la place à des structures un peu équivalentes un petit peu partout sur le territoire. Mais je vais te laisser la parole pour nous expliquer ce que tu fais au travers de quelques exemples et puis de comment ça avance. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Je suis un spécialiste en solaire collectif depuis plus de 10 ans, donc je parle bien de collectif, hein, pas d'individuel. Je suis arrivé dans le collectif par passion et je parle à maintenance depuis 2018 parce qu'en fait, à force de réhabiliter les installations, les clients me disaient non, moi, il me faut quelqu'un qui la suive et vous êtes formé, donc il ne faut pas la laisser à quelqu'un qui ne va pas la connaître. Et donc, je lui ai dit, bon, oui, enfin, c'est pas mon rôle, ce sont les mainteneurs. Moi, je forme les mainteneurs tous les jours, on leur explique comment ça fonctionne. Donc, c'est lui qui va apprendre. Non, j'ai pas confiance. Donc, j'ai proposé, en plus de mes activités, la maintenance. Hop. Il y avait un slide qui me manquait. Hop. Ce que je veux dire, c'est que les installations solaires, déjà installées depuis plus de 10 ans, même 15 ans, ne sont pas mortes. Il ne faut pas croire, j'entends régulièrement, une fois par mois, des installations. Ah, bon, on a tout démonté. Comment ça, on a tout démonté? Non, vous n'avez pas tout démonté. Ah, si, ça ne marche pas. Ils n'ont fait aucune démarche préventive pour vérifier déjà si les capteurs étaient bons ou pas. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on s'aperçoit qu'il y a une installation qui commence à décliner, il ne faut pas attendre. Il faut la mettre en sécurité. C'est ce que je parle est dédié uniquement aux suppressions. Il n'est pas valable pour l'auto-vidangeable, d'accord? Et est valable que pour le collectif. Ce que vous allez voir comme photo, c'est aberrant, c'est que vous voyez des bâches sur des capteurs. C'est aberrant. On n'est pas là pour bâcher des capteurs. Moi-même, quand on vend des capteurs, on n'est pas là pour dire faut les bâcher. Non, absolument pas, parce que les règles en solaire collectif sont là pour apporter entre 30 à 50% d'économie sur notre appoint. Et pourquoi je viens à là, c'est que on ne connaît pas le fonctionnement de la vie des gens. Aujourd'hui, si je suis venu à mener à bâcher et à même en parler, c'est que pour les mainteneurs, pour une installation qui tourne, le pic, il est juillet-août. Là, on en parle tout le temps, là où il y a moins de consommation. Donc, je le dis tout le temps, le solaire collectif est associé à sa décharge. Pas de décharge, ça ne fonctionnera pas.
Ça, c'est la règle. Pourtant, c'est très simple. C'est ce que je dis toujours aux mainteneurs. Gardez cette phrase. Le solaire est associé à sa décharge. Et là, vous voyez, c'est une installation qui est en maintenance et qui est malheureusement bâchée à moitié, à 50%, je parle, de juin à septembre. C'est aberrant. Et pourtant, là aujourd'hui, je peux vous la montrer, elle est aujourd'hui à 70 degrés. On est sur 2 fois 2000 litres de stockage, on est sur 4 mètres cubes de stockage. C'est d'une copropriété. Le seul problème, c'est que les gens, ils ne sont pas là. Donc, voilà ce que je voulais dire. Sachez que voilà, faut être très vigilant sur les consommations et estivales, parce que c'est ce qui risque de mettre en défaut votre installation. Donc, qu'est-ce qu'on fait en démarche et en rénovation? Moi, on m'appelle que quand il y a le feu. Bonjour, j'ai un problème, mais je suis le dépanneur. Donc, en fait, on fait un audit parce qu'il y a une défaillance. Je ne viens pas pour visiter une installation qui marche. Ça, c'est... Là, on préconise les schémas, les règles, on vérifie toutes les installations, si elles sont conformes, on parle toujours de SOCOL, ce sont les règles. Donc après, on leur dit, voilà, votre installation soit été mal posée, mal raccordée. Il suffit d'un piquage sur un ballon. Trop haut, trop bas, c'est mort. Il suffit d'une vanne ouverte, un piquage d'eau froide ouverte. Enfin, c'est totalement... des fois, c'est une panne à la con. Solaire connecté, suivi des économies. Aujourd'hui, quand on rénove, il est primordial de suivre, comme il disait Lionel, les installations. Parce qu'effectivement, c'est vrai. On est sur la rénovation. Ce n'est pas du matériel neuf. Ça veut dire quoi? C'est qu'on ne change pas les pompes. On va pas, voilà, on change les sondes, mais on vérifie ce qui peut lâcher. Un vase d'expansion, par exemple, un circulateur qui va se gommer, ça m'est déjà arrivé. Et forcément, si le mainteneur ne fait pas son boulot, il passe une fois par mois. Le deuxième mois, il l'a oublié, et le troisième mois, 6 mois, l'installation ne marche plus. Et ce qui fait donc la maintenance, c'est le contrôle. Il faut que j'opère auprès des mainteneurs pour leur dire chaque mois, et encore des fois sur les grosses installations, c'est trop peu, c'est qu'ils notent à chaque fois les relevés sur un carnet de chaufferie. C'est quelque chose de très simple. Mais au moins, ça permet de vérifier qu'on... Vous rentrez dans une chaufferie aujourd'hui, il n'y a pas un carnet de chaufferie où ils ont noté quoi que ce soit sur le solaire. Je peux vous l'assurer. Donc, les priorités, pour vous dire que les installations ne sont pas mortes, c'est donc d'abord, après l'audit, il faut savoir qu'un capteur vide peut atteindre 100 degrés sous pression. Un capteur plein de glycol, sans circulation, peut atteindre plus de 200 degrés. Donc, je vous laisse imaginer les dégâts que ça peut apporter. Sachant qu'il faut savoir que le glycol a un point d'ébullition à partir de 110-120 degrés. C'est pour ça que tous les purgeurs restent fermés, et ainsi de suite. Mais je reviens sur le sous-pression, c'est le seul problème qu'on pourrait avoir, c'est que le glycol se dégrade fortement en plein soleil. Donc, je ne vais pas dire sur une semaine, je vais parler sur quelques années, parce qu'aujourd'hui, on a des capteurs dernière génération qui permettent les problèmes de surchauffe, mais là, je parle des anciennes générations de capteurs. Et ces capteurs-là, quand le glycol est neuf, parce qu'un glycol, c'est l'antigel de votre capteur, il est là pour des années. Je dis 7, 8, 9, 10 ans. J'en ai prélevé il n'y a pas longtemps, à bout de 8 ans, ils étaient encore très bons. Ce qui les dégrade, c'est des montées en surchauffe. Et des montées en surchauffe très, très fréquentes. Et donc, quand votre glycol est neuf, il est rose, blanc, vert, tout ce que vous voulez. Et en fait, il va se transformer en café noir. La première année. La deuxième année, à force de café noir, il va s'épaissir. Et épaissir pétrole. Et après, c'est ce qu'on appelle ça, un effet de caramélisation, exactement. Ça va venir à boucher les capteurs. Alors, moi, je fais ça depuis longtemps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à l'époque, en 2012, 2013, 2014, j'étais sur l'installation qui avait eu 1 ou 2 ans. Je ne m'inquiétais pas trop. On démontait le capteur, on voyait s'il était bouché ou il n'y avait pas de glycol. On avait des retours rapides de remise en état et moins coûteuses. Aujourd'hui, en 2022, je tourne sur des installations qui sont 2012, 2013, 2014, donc que je réhabilite, qu'il y en a que j'ai sauvés de 10 ans, qui fonctionnent parfaitement bien. Et la première étape, parce que je vois trop de BE qui exécutent des cahiers des charges sans savoir quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, votre producteur, c'est votre panneau solaire. Alors, ça ne sert à rien de changer toute la chaufferie. Si aujourd'hui, on remet en route des installations et on m'appelle et
Bah, pourquoi ça ne marche pas? Ah, parce que les capteurs sont bouchés. Alors, on a dépensé, je ne sais pas, 20, 30, 40 000 euros dans une chaufferie, mais on ne s'est pas aperçu que les capteurs étaient bouchés. Donc, je vous invite, la première chose à faire, c'est d'abord de vérifier l'étanchéité et le débit de vos capteurs. L'étanchéité, pourquoi? Parce que quand les capteurs sont réunis, il y a des nipples, j'appelle ça, soit avec des joints toriques, soit avec des joints plats. Il faut savoir qu'à l'arrêt, ça chauffe, ça sèche et ça fuit. Et énormément aujourd'hui de capteurs que là, en 2022, déjà, plus les 3/4 sont fuyants. Déjà, ça c'est la première chose. La deuxième, c'est le débit. Parce qu'un capteur, pour pouvoir bien fonctionner, en collectif, il a besoin minimum, bon, je parle dans ma région, de 50 litres d'eau de stockage par mètre carré, mais il a un débit minimum de 25 litres par heure en mètre carré. Et ça, ce sont les débits fabricants pour chaque capteur qui peuvent évoluer. Et donc, il faut absolument vérifier par un test d'épreuve et d'étanchéité, voilà, ça demande du matériel, l'état de vos capteurs. Parce que même un capteur à moitié bouché, si on ne peut pas le déboucher, c'est mort. Moi, il m'est arrivé, je suis arrivé sur des murs. Les capteurs, ils étaient obstrués de haut en bas. Parce que c'était caramélisé depuis de nombreuses années. Donc là, oui, effectivement, on ne peut rien faire. Mais en moyenne, en 2022, là, 70% des capteurs, on peut les sauver. Donc au lieu de tout jeter, on doit d'abord réaliser un test d'épreuve. C'est ce que la priorité que je voulais vous dire. En plus, en phase de rénovation, quand déjà l'installation était bien faite, il faut remplacer systématiquement le vase d'expansion. C'est le poumon, pour moi, d'une installation. Le vase a travaillé, il a une durée de vie qui est limitée. C'est comme un vase de chauffage. Et donc, il est associé forcément à un glycol neuf, quelle que soit l'année. Hein, s'il a 5, 6 ans, il faut savoir que quand on fait des prélèvements, ils sont en bas, mais en haut, ça cuit. Hein. Donc, il faut tout remplacer, il faut tout rincer. Et là, les priorités, c'est, comme disait Morane, rajouter un comptage. Parce que réhabiliter les installations, j'en ai fait un paquet. À chaque fois, on me dit, bah non, le compteur ne met pas. Maintenant, je dis non, je ne le fais plus parce que c'est idiot. Vous n'allez pas savoir les économies que vous allez faire. Donc aujourd'hui, on est là, vous dépensez une deuxième fois de l'argent pour quelque chose que vous n'allez pas savoir. Donc, le comptage est obligatoire, par contre. Et je parle en collectif, une chose importante, c'est qu'on est sur des grandes surfaces, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100 mètres carrés, qui impliquent donc des montages en parallèle de vos capteurs. Et je vous le dis, parce que je suis metteur au point pour de nombreux fabricants, il n'y a souvent pas d'équilibrage sur les installations. C'est idiot, là je parle technique, mais une installation mal équilibrée ou une sonde mal positionnée, c'est mort, ça ne marchera pas. Donc je le dis à chaque fois, lors des mises en service statiques ou dynamiques, qui doivent se faire de façon statique, il faut avoir un certificat d'équilibrage de chaque batterie de capteur pour vérifier la bonne performance de chacun. Et ça, c'est primordial. Donc voilà, je reviens, une fois la mise en service terminée, pour la mise en service dynamique, il est très, 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 très important de le faire. Moi qui suis en région parisienne, je le fais uniquement avec des ballasts, enfin de la commune, enfin des grosses sociétés qui me connaissent bien et qui ne veulent pas être ennuyés. Parce que les mises en service statiques, hélas, encore aujourd'hui, se font en milieu inoccupé. Encore aujourd'hui, en 2022, on se bat avec les fabricants pour demander 80% d'occupation minimum pour faire les mises en service. Et aujourd'hui, on me dit non, vous venez. Non, monsieur. Oui, mais je ne serai pas payé. Non, monsieur. Et c'est c'est une bagarre. C'est une bagarre perpétuelle. Donc, il va falloir il y a des capteurs qui sont filmés d'origine. Donc, on fait des mises en service avec des capteurs filmés. Vous allez rigoler, mais des tubes, il y a des capteurs tubulaires, donc on les retourne pour pas que ça chauffe. Et vous allez rigoler, c'est encore aujourd'hui, au bout de 10 ans, il y en a qui sont toujours pas été retournés. C'est aberrant. Ah, oui. Et ça, tout à fait, j'allais en venir. Tout à fait. Hier, avant-hier, j'étais sur une installation pour justement remettre en route une installation et cube retourné, on était à 60 degrés. Elle est passée à 60 degrés, pas au moment où je suis venu. Ah bah. Donc voilà, je reviens là sur Morane et Lionel, ils ont entièrement raison, il faut se battre pour impliquer les mises en service dynamiques via les moyens qu'on a aujourd'hui. Et donc derrière, inciter le mainteneur, c'est très important. Si c'est une grosse installation, c'est pas une fois par mois, parce que surtout en période d'été, je peux vous dire que ça va aller très vite.
On ne sait pas comment vivent les gens, surtout avec ce qui s'est passé avec le Covid. Beaucoup de gens sont partis, sont revenus, on reprend plus de vacances. Enfin, voilà. Et puis les appartements, enfin, moi je fais du logement, bah, les gens ils changent aussi. Avant on était 1, maintenant on est 3, et puis de 3 on est passé à 1. Donc les consommations, je reviens sur la première slide, c'est très important. Donc les moyens, aujourd'hui, on a des moyens de contrôle visuel de l'installation avec revue mensuelle des consommations et des kilowatts économisés qu'on peut reporter sur le carnet de chaufferie ou sinon après aussi passer en maintenance connectée qui permet d'avoir aujourd'hui sur Internet toutes les installations faites. Donc, quand je refais une installation, pour l'optimiser, parce qu'on n'a pas beaucoup, des fois, c'est pas souvent bien fait, il faut savoir qu'il faut avoir un ballon dédié en permanence à 90 degrés. Parce qu'aujourd'hui, moi, je mets des installations en route et je suis bridé à 60-65. Pourquoi? Parce que souvent, ce ne sont pas des ballons appropriés. Je n'ai pas la fiche technique. Je suis en PVC HTA sur des réseaux secondaires, et ça, j'en vois énormément. Tout ça, c'est proscrit en solaire. Donc, à chaque fois qu'on fait une réhabilitation, et ça revient au premier point qu'on disait, et pour l'optimiser, c'est ce qu'on dit. Monsieur, déjà, on va vous demander la fiche technique du ballon. Monsieur, on va vous dire, votre PVC HT, sachez que l'été, ça ne va pas le faire. Ça va péter. Donc, on privilégie, bien sûr, tout en cuivre. Et on voit aussi beaucoup d'installations sans mitigeur. Et là, je suis aussi bloqué à mettre en route des installations à 65 degrés parce que même si elles sont toutes en cuivre et je n'ai pas de mitigeur, eh ben, je suis obligé de protéger les personnes. Donc, et il faut savoir qu'à 65 degrés, en plein été, ce sont des seuils qu'on atteint vers 15 heures. Donc, qu'est-ce qu'on fait de 15 heures à 19 heures, surtout en plein été? Le soleil s'arrête parce que la consigne du ballon étant atteinte, tout s'arrête. Et donc, au lieu de la continuer jusqu'à 80-85 degrés, là, on s'arrêtera à 18h, 19h. Le lendemain, on pourra retourner à bosser. Le soleil va se lever, va refaire son cycle. On aura épuisé entre-temps, et au moins, on ne sera pas arrêté. Il ne faut surtout pas s'arrêter en sous-pression. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci, John. Donc, bon, je pense qu'il y aura plein de questions après. On va laisser pour finir sur les présentations Fabrice. Donc, Fabrice, qui est le référent régional solaire thermique de l'ADEME en Auvergne-Rhône-Alpes. Ça fait déjà un bout de temps que tu bosses dans le secteur du solaire thermique. Tu es infidèle sur la thématique. Et il va nous présenter l'aspect, le programme de rénovation des installations défaillantes. Donc, si elles ont été mal prises en compte, mal conçues, mal prises en compte, mal maintenues, et que, in fine, il faut venir changer des capteurs parce qu'ils sont bouchés, parce que le glycol a caramélisé, c'est vers lui qu'il faut aller. Il va nous expliquer le dispositif. Bonjour à tous. Alors je m'excuse, j'ai la voix un peu cassée. Je sors d'une bronchite, donc je vais essayer de faire au mieux. Donc oui, effectivement, je suis sur Auvergne-Rhône-Alpes en tant que référent solaire thermique, et donc je suis en copilotage avec le siège sur le dispositif de réhabilitation d'installation solaire qui a été lancé il y a quelques années déjà. Donc, les enjeux à l'époque qui étaient ressortis de toutes les campagnes d'audit qu'on avait pu faire depuis 2012 et des travaux des groupes de travail, le Cornu, Argon, au niveau de la DGEC, c'était qu'il fallait qu'on puisse redonner confiance aux maîtres d'ouvrage dans la filière par le biais des réhabilitations, d'impulser la formation des exploitants. On l'a vu avec les collègues précédemment, c'était un des manques au niveau de la chaîne des acteurs, après les bureaux d'études et les installateurs. Et enfin, systématiser la prise en compte du solaire dans les contrats de maintenance, comme on a pu le voir aussi. Donc l'objectif en 2019, quand le cahier des charges a été rédigé et qu'on a pu avoir une enveloppe sur ce dispositif, c'était de réhabiliter une centaine d'installations pour montrer déjà que c'était faisable à moindre coût et qu'on pouvait du coup après derrière éventuellement proposer ensuite ce dispositif-là de manière un peu plus sortir de l'expérimentation pour éventuellement l'intégrer dans le fonds chaleur, parce que du coup ça reste une dérogation sur l'enveloppe. Et donc au début on a commencé avec 5 régions
pilotes. Et aujourd'hui, on en est à 12. Petit à petit, depuis l'été 2019 où il a été lancé, on a petit à petit élargi le dispositif. Alors rapidement, le contenu du cahier des charges que vous pourrez, vous aurez l'adresse plus loin. Il est composé de 3 phases. Donc c'est quelque chose qui est vraiment pratico-pratique. C'était pas juste de faire un audit et puis bon bah ça marche pas. C'est vraiment, on a une première phase d'audit, d'état des lieux par l'exploitant en place ou le futur, et un chiffrage des travaux de réhabilitation. Ça c'est la première des phases. Une fois qu'on a fait ce travail-là, on a les travaux de réhabilitation bien sûr en tant que tels, avec obligatoirement une mise en service dynamique, quelle que soit la taille de l'installation. Et derrière, en troisième phase, c'est la signature du coup et l'application d'un contrat d'exploitation. Donc là, avec différentes modalités, suivant forcément la taille de l'installation, soit de base avec un contrôle de bon fonctionnement ou bien un suivi simplifié. Là, je vous ai mis par exemple sur ce code, donc là, c'est la mise en service dynamique, mais vous avez aussi des exemples de contrats de suivi simplifié d'installation, ou bien les CPE, donc les contrats de performance énergétique. C'est un peu le renouveau de la GRS, donc qui se base sur soit un minimum de production solaire d'énergie solaire utile, le SU, quand on a le monitoring ou le schéma qui permet d'avoir cette mesure, ou bien le deuxième angle, quand cette valeur-là n'est pas possible à avoir, d'avoir une valeur sur le maximum d'un point consommé l'été et la double limite, un productible solaire primaire. Comme ça, on a vraiment les deux, le QECST et le solaire primaire, pour bien cadrer la performance de l'installation. Quelques critères d'éligibilité de l'installation. Donc, minimum 25 mètres carrés, là, on est tributaire des critères fond chaleur, hein, minimum. Par contre, voilà, si c'est un maître d'ouvrage qui a malheureusement plusieurs installations défaillantes, on peut grapper le tout avec des installations plus petites, mais dépasser le seuil des 25 et pouvoir faire un contrat avec plusieurs installations aidées. Les installations qui peuvent être soutenues par ce dispositif ont pu être aidées par le fond chaleur ou pas. Là, il n'y a aucun distinguo. Donc, ce sera soit du réabondement de fonds chaleur du coup, soit une aide de base sur une installation qui est défaillante. Qu'elle ait moins de 20 ans, voilà, on n'est pas là pour aider entre guillemets de l'usure naturelle, mais vraiment d'avoir une installation encore entre guillemets jeune et d'avoir vraiment une défaillance malheureusement technique avérée. Que l'installation soit bien sûr déjà purgée de tous les recours qui ont pu avoir, GPA, autres problématiques, donc à l'amiable ou judiciaire. Et enfin, que l'installation devra être maintenue par un exploitant qui sera formé par... on le verra plus tard, pardon. Mais en tout cas, voilà, il faudra qu'elle soit suivie, donc très important, comme on l'avait vu auparavant, et maintenue par un exploitant. Donc, contrat d'exploitation obligatoire. Après, il est possible pour les grosses structures, on a vu ça par exemple sur des gros bailleurs sociaux, d'internaliser la maintenance. Par contre, on verra qu'il y a des conditions sur les critères professionnels. Les critères du coup d'éligibilité des professionnels. Donc, pour les premières et deuxième phases, audit et travaux, bien sûr, on part sur les bases fonds chaleur, donc avec les prestataires d'ingénierie en RGE 2014 ou l'équivalence. Pour la partie installation, soit les calisols collectifs délivrés par Calitenaire, ou bien le Calibat, rattaché en plus d'une formation Calisol solaire thermique collectif. Et pour la troisième partie, donc exploitation maintenance, comme je disais, il faudra une formation conforme au référentiel Socol exploitant. À ce jour, donc, je vous ai mis les structures qui pouvaient dispenser cette formation. Excusez-moi. Si on a une internalisation de la maintenance, il faudra que les personnes en interne aient aussi suivi cette formation. Alors, cas particulier du CPE, donc pour le contrat de performance énergétique, c'est le seul cas où on peut avoir un seul interlocuteur face au maître d'ouvrage qui peut et réaliser l'audit et faire les travaux pour derrière ensuite faire la maintenance, puisque c'est tout à fait légitime de se dire je prends en charge moi-même les travaux pour derrière avoir le contrat qui peut me faire des pénalités, et donc il prend en charge vraiment la totalité de la mission. Là, par contre, dans ce cas-là, oui, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, l'exploitant, il y a une petite flexibilité, il peut être formé en cours
de route, de mission, s'il n'a pas été encore choisi ou si l'existant veut, entre guillemets, rester, mais qui n'est pas encore formé. Là, par contre, pour le cas des CPE, effectivement, il faut que ce soit quelqu'un qui soit sachant directement au niveau de la maintenance, donc il faut qu'il soit directement formé. Et enfin, pour le CPE basé sur la partie ESU, donc énergie solaire utile, sachez qu'il y a du coup un modèle de contrat type qui a été élaboré par la FEDEN. Et donc, je vous ai mis le lien, pareil, pour pouvoir le récupérer. Les modalités d'aide, du coup, comment ça se passe? Donc, le taux d'aide maximal sur tous les coûts des phases, elle est de 50%. Et donc, plafonné à un maximum de 10 000 € par installation. Donc, on en revient tout à l'heure, s'il y avait par exemple une grade de projet, ce sera voilà, 2 installations ou 3, ce sera un contrat de 20 000, 30 000 € maximum. Suivant les audits qu'on a vus et les retours, c'est vraiment la part travaux qui avait besoin d'avoir un coup de pouce. C'est pour ça qu'on a déplafonné les dépenses éligibles sur la partie des investissements, du réinvestissement, et qu'on a par contre plafonné la mission d'audit et de maîtrise d'œuvre et éventuellement l'instrumentation. L'instrumentation, du moment que c'est une installation qui a été aidée fonds chaleur, forcément, il y avait normalement une instrumentation, donc ça fait déjà des coûts en moins qu'on peut répercuter sur la partie travaux. Et le reste, sinon, voilà, on a les plafonds actuels. On peut avoir éventuellement un audit qui a déjà été fait hors cadre. Il faudra juste qu'il soit de moins de 2 ans et qu'il respecte du coup le cahier des charges de la phase 1 sur ce cahier des charges. Excusez-moi. Alors en pratique, tout se fait maintenant par notre plateforme Agir pour la transition. Donc, je vous ai mis le lien sur le dispositif actuel. Vous avez 2 petits volets à remplir, volet technique pour un peu savoir voilà, l'installation et vérifier les fameux critères d'éligibilité, forcément, en termes de mètres carrés, d'âge, etc. Et la partie économique pour voir à peu près les coûts que vous pourrez avoir sur au moins déjà la partie audit. Puisque là, c'est les seuls coûts, entre guillemets, que vous pouvez être sûr d'avoir. Donc, le devis pour un audit, soit vous avez la chance de l'avoir déjà en collaboration avec le futur exploitant, ou en tout cas déjà votre prestataire d'audit. Un devis de maîtrise d'œuvre de chantier, éventuellement, le cas échéant, si c'est le même bureau d'études qui prendra la suite de la réhabilitation. Et enfin, les justificatifs de qualification, au moins déjà pour la partie audit. Et enfin, une attestation sur l'honneur du directeur chef d'établissement, comme quoi il certifie que l'installation est purgée de tout recours. Une fois du coup qu'on a instruit, qu'on a mis en place le contrat, donc l'audit se fait. Une fois qu'il est réalisé, il y a un dépôt du coup sur notre plateforme de l'audit sans versement d'aide. Donc là, c'est le premier jalon, où derrière, du coup, il y a la deuxième phase qui peut commencer. Et à l'issue des travaux de cette deuxième phase, vous avez le livrable de tout ce qui était pièces vraiment obligatoires. Donc forcément, le livret de mise en service dynamique, avec un compte rendu positif sur son bon fonctionnement, bien sûr. Le fameux contrat d'exploitation, quand on a choisi un bon fonctionnement à simplifier ou bien CPE, ou comme je disais tout à l'heure, si on est sur une internalisation, le contrat d'intervention avant de commande du prestataire pour les réparations curatives. Les factures finales, bien sûr, pour pouvoir appliquer le 50% sur la réalité des travaux. Et enfin, les justificatifs de formation, notamment de l'exploitant, s'il n'était pas formé initialement. Voilà, du coup, une petite frise qui résume un peu le tout. Donc, l'aide est bien versée en une seule fois. C'est pour simplifier vraiment aussi bien l'instruction, la gestion du contrat que pour vous aussi, derrière le suivi. Il y a vraiment le premier jalon de l'audit à rendre. Ensuite, après la phase travaux et mise en service dynamique, le chapelet de pièces de rapport final. Et on peut solder le contrat. Merci de votre attention. Merci Fabrice. Donc voilà les 4 exposés. On a parlé de beaucoup de SOCOL. C'est un boulot considérable qui est fait. Et Edwige, qui est toujours en arrière-plan, qu'on ne voit jamais, c'est elle qui coordonne tous les travaux de SOCOL. J'ai eu le plaisir de travailler sur quelques livrets. C'est vrai que c'est un boulot qui est chouette parce que c'est un travail collaboratif.
on peut aborder les sujets qui nous intéressent. Bon, bah, faut planifier, mais tout le boulot de coordination qui est derrière, c'est elle qui le fait. Donc voilà, si ça mérite d'être signalé quand même. Donc voilà. Donc est-ce qu'il y en a dans la salle? Ah, tu voulais passer la petite vidéo. Ouais. Je te laisse passer la vidéo. Donc il y a aussi pas mal de gens qui nous suivent en visio. Donc c'est pour ça qu'on... Nous sommes sur la résidence Le Clos Isabelle, située à Canet-en-Roussillon, dans les Pyrénées-Orientales. Cette résidence, fabriquée en 2013, comporte 84 logements qui vont du T1 au T4. Et la particularité de cette résidence est qu'elle accueille une installation solaire thermique pour fabriquer l'eau chaude sanitaire. L'installation solaire thermique de cette résidence a connu des dysfonctionnements et donc après quelques remontées des habitants, nous avons décidé de pouvoir opérer une réhabilitation. C'est une première en Occitanie sur ce dispositif. Donc, petit souci, on peut peut-être prendre une question s'il y a des gens qui ont une... Donc, il y a une question là. Oui, allô, allô, oui, Hervé Inès. Moi, c'était des réactions par rapport aux présentations que j'ai beaucoup appréciées. Alors, je vais vous faire une confession, hein, je suis un ancien exploitant repenti et installateur CV6 aussi. Donc, par rapport à la présentation de Morane, moi, ce que je dirais, c'est que quand j'étais exploitant en tant que patron, je n'avais pas conscience de la spécificité du solaire thermique. Et donc, au plan de formation, mes techniciens qui me disaient, Monsieur Druon, il faut nous former. Je dis, non, mais attends, tu déconnes, c'est juste un peu hydraulique. Donc, je pense qu'il y a peut-être une action à faire auprès des décideurs, des exploitants, des grands groupes. Hein, les petits exploitants eux-mêmes, ils sont sur le terrain, ils savent très bien qu'ils ont besoin. Mais dans les grands groupes, on les voit, hein, on en forme. Et comme tu l'as mis, il y a de la rotation, il y a du turnover. Les installations sont redistribuées parce qu'il y en a qui sont promus, parce qu'il y en a qui partent à la concurrence, etc., ou parce que le marché est passé aux concurrents. Et là, il y a un vrai sujet auprès des directions des exploitants. Après, je vais rebondir sur ce que dit John, c'est le CV6 qui va parler. C'est vrai que dans les marchés, j'étais sensible aussi à l'argument de la mise en service. Il faudrait peut-être travailler auprès des promoteurs ou des donneurs d'ordre sur le fait qu'effectivement, quand tu es dans le CVC, ben, tu dois faire ta mise en service, sinon tu n'es pas payé, ça c'est vrai. Et donc, et bien sûr, on ne choisit pas d'attendre l'été pour la mise en service, hein, on est déjà en retard sur les délais de livraison, donc en plus, il faut le mettre là. Il y a ce point-là, donc il faut peut-être avoir une action à ce niveau-là pour permettre ou prévoir une mise en service ultérieure, une première phase, une deuxième phase. Et pareil sur sur l'isolant, l'optimisation des coûts de chantier parce qu'on tire les prix, ben oui, si c'est pas écrit texto qu'il faut absolument tel type d'isolant sur la partie solaire thermique, ben on va mettre le moins cher. Hein, et voir ce qui n'est pas réglementaire en espérant quand c'est en partie cachée, comme ça il n'y a pas de problème. Donc là j'ai fait des confessions, je suis passé de l'autre côté, hein, mais voilà, je vois bien toutes les problématiques maintenant. Merci pour le retour. Donc effectivement, sur le premier point, quand les gars sur le terrain demandent une formation, peut-être qu'on fasse confiance aussi à ce que demandent les gars sur cette logique-là. Mais effectivement, ça peut paraître bizarre comme ça, mais c'est quand même des installations assez spécifiques sur lesquelles on ne peut pas gérer la puissance d'entrée, sur lesquelles on est complètement tributaire de la météo. Donc, il y a vraiment quand même quelques spécificités. Et si on n'a pas pris en compte correctement ces 2-3 spécificités, effectivement, on est à côté. Non, micro. Ah, pardon. Vous m'entendez là? Oui. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites qui sont vraies. Alors moi, j'ai une ancienne casquette d'industriel.
J'ai travaillé avec pas mal de groupes de travail, justement, Sokol, ICO et autres, sur comment redynamiser le solaire thermique. Il y a souvent quelque chose qui est ressorti dans toutes les réunions et qui aujourd'hui n'est toujours pas faite. C'est quand on parle de mise en service statique dynamique, c'est bien. Quand on parle de sensibiliser le maître d'ouvrage à son installation, c'est bien aussi. Mais ça reste encore un petit peu le monde de Mickey parce qu'à la réception, l'exploitant n'est pas encore nommé. Et en fait, on se retrouve avec un maître d'ouvrage qui réceptionne une installation dont il ne connaît pas les tenants et les aboutissants, tout simplement parce qu'il n'a même pas son exploitant encore. Et en fait, ce passage de relais-là, c'est un peu celui-ci, je pense, qu'il faudrait fiabiliser, parce qu'une installation qui est bien conçue, il y en a plein. Par contre, une installation qui est bien conçue, qui est mal mise en service, sur laquelle il y a peut-être 2-3 petites choses à revoir à la réalisation, ça peut passer à travers, parce qu'en fait, cette réception-là, elle ne se fait pas. Et elle ne se fait pas dans le bon ordre, en fait. Et souvent, l'installation, elle part dans le mauvais sens, dès le départ, comme ça. Et après, sur le suivi des consos et autres, clairement, je suis tout à fait d'accord avec vous pour dire que si on n'a pas un suivi des températures, des consommations et de la production du solaire, on est incapable de voir ce qui se passe à l'intérieur. Mais faut-il avoir quelqu'un qui le suit derrière devant un ordinateur ou qui prend référence des informations qui sont données? Parce qu'aujourd'hui, on a tous des téléphones, on a tous plein de choses en fait pour surveiller la température chez nous et autres. Mais pour le solaire, c'est pareil. S'il n'y a personne derrière qui lit les données, qui est capable de les interpréter, il ne se passera rien. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à fiabiliser sur cette chaîne-là, en tout cas, pour avoir vu l'envers du décor. Morane va apporter un élément de réponse. Ouais, je pense qu'il y a un truc qui est important, c'est la notion d'appel d'offres et de planification. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, et j'en ai parlé tout à l'heure, souvent les mainteneurs sont sélectionnés sur appel d'offres. Et l'appel d'offres, bien souvent, il est lancé 6 mois après, du moins en toute fin de, puisque en fait, il y a la notion, souvent il y a le retard et tout ça, donc résultat, on échelonne et puis on passe toujours par ça. Et puis il y a le problème de la garantie de parfait achèvement sur la première année, en fait, qui noie tout le monde. Et dans les groupes de travail, c'est souvent ce que nous on a posé en tant qu'industriel en disant, mais en fait, c'est cette année-là qu'il faut sécuriser. Et dans le contrat de performance qu'il faut vraiment prévoir, j'avais travaillé dessus à l'époque avec les équipes d'ICO, c'était vraiment de travailler sur fiabiliser cette première année, parce qu'en fait, c'est cette année-là qui est charnière, et c'est sur celle-ci, finalement, que tout prend une fausse route, quoi. On est d'accord, hein, c'est comme un 100 mètres. Hein. Si on part en retard, on finira pas premier ou rarement. Hein. Si t'as pas fait tes lacets, tu cours pas, quoi. Exactement. L'autre point sur la notion de comptage et d'analyse de qui regarde les chiffres, effectivement, l'exemple du téléphone portable, aujourd'hui on est tous hyper connectés. Le meilleur exemple, c'est suivre sa température chez soi, ou tout simplement suivre ses comptes. Hein. Aujourd'hui, son banquier, on l'appelle que quand on a besoin de lui. En règle générale, on n'a pas besoin de lui, donc on le fait tout seul. Mais ça veut dire juste une chose, ça veut dire qu'on a pris en compte individuellement nos propres problématiques. Alors là, je prenais l'exemple de sa banque ou l'exemple de sa température chez soi. Mais c'est l'une des raisons pour lesquelles je pointais du doigt le fait que le maître d'ouvrage aujourd'hui n'a pas pris en considération son installation. Et peut-être que dès lors qu'il y a un agent technique, même si c'est externalisé, de mettre l'agent technique qui lui est potentiellement installé bien avant le mainteneur, c'est lui donner les clés de lecture, et ça va être lui le meilleur donneur d'alerte parce qu'il est là tous les jours. Et ça n'empêche en rien la notion d'externalisation après de la prestation de maintenance curative, puisque le préventif, il est là tous les jours pour le faire. Alors, je suis d'accord hein, sur le fond. Après, je pense qu'il y a une résonance économique qui coince souvent sur ce point de vue-là. Et j'allais dire, un bon technicien de maintenance, c'est pas forcément un mec qui va être capable de lire des tableaux Excel. Il faut quand même il faut le prendre ça et l'accepter, parce que ça sera pas forcément le cas. Lui va être capable de voir à l'instant T et de faire une lecture à l'instant T de ses températures et autres. Est-ce qu'il est capable de faire la bonne analyse avec le temps à l'extérieur? Enfin, moi, je vous le dis parce que pour avoir analysé des enregistreurs de données sur 6 mois, sur 2 ans, il faut quand même toucher un petit peu pour aller analyser ce qui sort d'un enregistreur. Hein. Enfin, quand on n'est pas formé, attention. Hein. Ce que je veux dire, c'est que je pense qu'il y a des choses à faire si quelqu'un a envie de monter une start-up ou autre sur le fait d'avoir un algorithme qui est capable effectivement de décerner certaines déviances, parce que les déviances, elles peuvent être... il y en a 2 ou 3 qui reviennent tout le temps. Hein. Après le dysfonctionnement, il y a des gens qui sont compétents
une fois que le dysfonctionnement a été détecté, il y a des gens qui sont compétents pour l'analyser et tout ça. Mais c'est le premier truc. À la limite, dans les copros, il y aurait une formation des responsables de comités syndicaux des copros en disant bah, tous les mois, vous relevez le compteur et là, vous avez les chiffres à peu près théoriques, vous devriez être là. Ce serait peut-être suffisant comme indicateur, notamment par les temps qui courent. Ils existent déjà parce que, enfin, ouais, voilà, parce que des enregistreurs, honnêtement, il y en a des millions aujourd'hui sur le terrain. Ouais, tout à fait. Mais là, je pense qu'en fait, il faudrait, je pense, sectoriser. C'est-à-dire, si on prend l'exemple de John, avant d'optimiser une installation, il vérifie déjà, un, si elle fonctionne, et deux, il la remet en état. Ah, mais on est complètement d'accord. Et nous, ce qu'on veut déjà là, c'est aujourd'hui, je pense qu'il faut dissocier deux choses. C'est revitaliser une installation qui est en PLS, et après, c'est la faire performer. La faire performer, c'est de la minutie, c'est de la précision, c'est de l'horlogerie. Mais avant ça, il faut déjà être sûr qu'elle fonctionne et qu'on va réussir à en sortir le moindre kilowattheure. Pour moi, il y a en fait dans le même sujet, il y a deux sujets. Il y a savoir si elle fonctionne, et là, c'est une lecture de résultat qui est très simple. C'est 3 lectures de sonde et une lecture de débit, et généralement, on sait à peu près où elle en est. Même si le côté pression, il peut aussi poser des problèmes, parce qu'il faut l'analyser quand même. Et après, il y a l'enregistrement des données à long terme qui va donner la performance ou non d'une installation, mais c'est deux choses distinctes. Alors, au niveau technique, on est tout bon sur le film, normalement. Nous sommes sur la résidence Le Clos Isabelle, située à Canet-en-Roussillon, dans les Pyrénées-Orientales. Cette résidence, fabriquée en 2013, comporte 84 logements qui vont du T1 au T4. Et la particularité de cette résidence est qu'elle accueille une installation solaire thermique pour fabriquer l'eau chaude sanitaire. L'installation solaire thermique de cette résidence a connu des dysfonctionnements, et donc après quelques remontées des habitants, nous avons décidé de pouvoir opérer une réhabilitation. C'est une première en Occitanie sur ce dispositif qui a été mis en place à l'échelle nationale. Depuis 2009, Sokol, soutenu par l'ADEME, a mis en place avec l'ensemble de la filière des outils qui permettent un bon dimensionnement, une mise en service dynamique et un suivi des installations. De plus, des qualifications sont requises pour l'étude et pour la mise en place des installations, ce qui permet de pouvoir obtenir des installations de qualité sur toute la France. Pour les installations solaires thermiques défaillantes, comme ici au Clos Isabelle, l'ADEME a mis en place depuis 2021 l'aide à l'audit et à la réhabilitation. Ce dispositif consiste à réaliser une phase d'audit, une phase de réparation et enfin une phase de suivi et maintenance qui permet de garantir le fonctionnement de l'installation sur la durée. Côté finance, la réhabilitation de l'installation a coûté 40 000 € et l'ADEME est intervenue à hauteur de 20 000 €, ce qui a permis de réaliser cette opération. On a été contacté par l'ADEME en mars 2019 pour réaliser des audits d'installations solaires thermiques défaillantes sur le territoire d'Occitanie. Au même moment, le syndic de copropriété de la résidence Clos Isabelle nous a contactés également pour nous faire remonter des dysfonctionnements sur les deux installations du site. Nous avons fait remonter cette demande auprès de l'ADEME qui a accepté d'intégrer la résidence Clos Isabelle dans le panel de 10 installations à auditer. Nous, Texol, nous avons donc réalisé cet audit d'installation solaire thermique. Nous avons ensuite présenté les préconisations de cet audit en assemblée générale de la copropriété. Une fois le budget accepté des travaux de réhabilitation, les travaux ont pu être réalisés. Nous, Texol, nous sommes alors intervenus en tant que maître d'œuvre. Nous avons accompagné les travaux, assisté le syndic de copropriété à trouver une entreprise compétente et qualifiée pour réaliser les travaux, puis réceptionner le chantier en bonne et due forme. L'entreprise qui est intervenue est l'entreprise Cegelec Perpignan, qui a fait des travaux de qualité et qui va pouvoir nous assurer que cette installation va continuer à fonctionner de manière pérenne pendant quelques années, le contrat d'entretien étant conclu actuellement pour 3 années. Il ne s'agit pas d'une installation, mais de 2 installations, de 140 mètres carrés de panneaux. Ces panneaux capteurs plans situés en toiture alimentent 84 logements. Chaque logement est équipé d'un ballon électrosolaire, donc un ballon individuel, qui à la fois va permettre le transfert de l'énergie solaire depuis le toit, mais également le complément en énergie électrique. Suite à l'audit de l'installation solaire thermique, plusieurs améliorations ont été apportées. La première
est une intervention en toiture sur le calorifuge des canalisations qui était fortement dégradé. Ce calorifuge a été remplacé et protégé par une coque rigide. Elle a eu pour conséquence des pertes minimisées et donc une meilleure performance de l'installation. Deuxième amélioration apportée, l'équilibrage de la distribution vers les logements a été repris complètement. Aujourd'hui, on est certain que tous les logements bénéficient des apports solaires prévus initialement par cette installation. La troisième amélioration a consisté à modifier le système de régulation en place. Donc on a choisi de remplacer ce système de régulation par un système plus simple, ce qui permet notamment à l'entreprise d'entretien d'intervenir sur le réglage de manière plus aisée. Le quatrième axe d'intervention a consisté tout simplement à remettre en service l'installation, à savoir la remplir et la remettre en pression pour être certain aujourd'hui d'avoir des apports solaires vers les logements. Ces améliorations ont eu des conséquences très positives sur les installations. À ce jour, elles produisent plus d'énergie que prévu, puisque l'énergie produite est au-delà de 5% de l'énergie prévisionnelle. Par ailleurs, cette installation aujourd'hui qui fonctionne de manière efficace permet de couvrir plus de 60% des besoins d'eau chaude sanitaire des logements par le biais d'une énergie renouvelable. C'est une économie directement sur la facture de chaque occupant propriétaire. Mon conseil sur ce type de réhabilitation est vraiment d'aller à l'essentiel, de ne pas révolutionner l'installation qui est en place. C'est-à-dire de bien jauger le rapport entre l'investissement de la réhabilitation et les apports énergétiques. Mon conseil pour les porteurs de projets qui seraient hésitants, c'est d'y aller. Pourquoi? Parce que la réhabilitation d'une installation peut être très simple, notamment à travers l'adaptation d'un schéma de principe ou d'un remplacement de matériel. Votre installation peut très rapidement retrouver une performance optimale. Comment ça peut s'articuler avec les aides ADEME qui ont été présentées par Fabrice Bethoui, qui ne prévoit a priori pas 2 temps de travaux et de vie Le 2 temps, en fait, ce que je disais, une fois l'audit réalisé, parce que l'audit va déjà sortir beaucoup de bonnes façons ou de malfaçons. Et souvent, quand il y a des malfaçons, sous-disant, ça passe en déo. Donc, beaucoup de clients disent, bah non, attendez, moi, je vois bien que vous m'avez avéré quelque chose qui n'est pas bon, donc mes capteurs ne pouvaient pas marcher, donc tout poubelle. Si l'audit s'avère conforme avec des règles SOCOL, effectivement, là, on propose un devis pour les épreuves des capteurs étanchéité qui va permettre de finaliser un devis final, en fait, qu'on va pouvoir déposer à l'ADEME avec le dossier du BE pour dire, voilà, aujourd'hui, ça va coûter tant. Parce que si on ne fait pas ce genre d'opération, beaucoup de gens vont envoyer des dossiers, dire, ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bon. On a un budget, et puis en fait, on se retrouve à la fin, ah non, ça marche toujours pas. Et ça m'est arrivé beaucoup de fois. et du coup, l'ordre de grandeur de prix d'une prestation de remise en service rapide, test d'étanchéité, etc., pour, j'en sais rien, 50 mètres carrés à peu près Tout dépend de. Aujourd'hui, on a des capteurs qui ont des surfaces de 10 mètres carrés, des capteurs de 2 mètres carrés et demi. Donc, tout dépend de l'importance de votre. Et après, c'est en fonction aussi du temps passé pour une journée, pour 2 jours, pour 3 jours. Donc, tout est aléatoire. Ça peut aller de 500 € à 3 000 €. Merci beaucoup. On peut avoir encore une petite question. Question rapide, Didier Cachard, Bérim. Est-ce qu'on a une idée sur par rapport à toutes les installations que vous avez pu voir qui ne fonctionnaient pas, du nombre de cas ou du pourcentage de cas où il y a vraiment une casse du style, voilà, ça a gelé, c'est du lourd, il faut remplacer les capteurs, ou c'est minoritaire, ou c'est la question qui fâche? Merci d'avance.
Si vous savez, il y a les anciennes installations, qui étaient je parle de 2010-2012, étaient raccordées comme du chauffage. C'est-à-dire qu'il y avait, j'ai vu de nombreuses installations raccordées avec des piquages d'eau froide. Et que faisaient les mainteneurs pour remettre une pression ou pour dire ouais, vas-y, c'est bon, ça marche. Ils remettaient de l'eau. Sauf que l'eau, la nuit, ça gèle, ça pète. Et aujourd'hui, effectivement, bon là, dans ma propre expérience, j'ai 30% de capteurs qui ont pété, qui sont fuyards, mis à part entre les capteurs, mais du capteur lui-même. Comme on disait, la fabrication du capteur, c'est un absorbeur qui est thermosoudé sur un cuivre. Et ça, c'est fragile, ça tient jusqu'à 6 bars. Donc l'eau, quand ça pète, je vois du cuivre même en 42, ça a explosé comme un... Ça explose. Donc effectivement, aujourd'hui, on ne sait pas. J'arrête des fois sur les installations, il n'y a plus de glycol dans les capteurs. On a encore peut-être une pression manométrique, mais on n'a plus de glycol dans les capteurs. Donc on ne sait pas ce qui s'est passé. Et donc là, on est obligé d'y passer. Et une petite dernière, il y avait Eric. Oui, merci. Donc, juste une question, certainement pour John encore. Dans le cadre de mon activité, donc en tant qu'animateur, donc énergie renouvelable et chaleur, donc sur le département de Haute-Garonne, je dois réaliser donc des opportunités. Je dois aussi réaliser, donc, enfin, revoir donc des études de faisabilité faites par les professionnels pour donc aider donc les porteurs de projets à partir sur une installation solaire thermique. Et il y a un élément important donc qui apparaît dans l'élément de décision, donc c'est ce qu'on appelle les coûts d'exploitation et notamment donc le P2, les contrats de maintenance. Donc, dans le cas où on fait donc de la maintenance telle que vous la préconisez, d'accord, est-ce qu'il y a un moyen d'évaluer donc le coût donc de cette maintenance, soit au mètre carré, soit la quantité d'énergie produite, est-ce qu'il y a un ratio qui est quelque part magique qui me permettrait donc de bien évaluer les maintenances? Alors effectivement, moi, étant spécialisé sur des 40, 50, 60, 100, 120 mètres carrés, les petites, effectivement, aujourd'hui, il y a des produits Texol en mettant la sonde. C'est un abonnement, une sonde, effectivement. Si le capteur atteint 100 degrés, tout de suite, ça vous donne une alerte. Ça permet déjà de faire une maintenance préventive. Après, effectivement, sur des grosses installations, comme je le pratique, je connecte tout. Ça va de l'échangeur au capteur, au ballon. On met plusieurs sondes à différentes tailles. Et la particularité, c'est que sous pression, aujourd'hui, avec les technologies qu'on a, je rajoute un capteur de pression. Que personne a aujourd'hui quand on vend du matériel, ça n'existe pas encore. On digitalise tout. On appelle ça les fluorotors. Avant, les lecteurs de débit étaient manuels. Aujourd'hui, ils sont électroniques. Je ne suis pas fan. Mais bon, c'est comme ça. Mais aujourd'hui, quand on veut pérenniser une installation, parce qu'on ne sait pas, je rappelle qu'en réhabilitation, vous n'êtes pas le poseur. Ce n'est pas vous qui avez posé. Derrière le calot qu'on veut en isoxal, vous ne savez pas ce qui se passe. Moi, ça m'est arrivé de réhabiliter toujours une installation à un hôtel, par exemple, que j'avais réhabilité en 2015, qui fonctionne toujours aujourd'hui. Il y a un an, en terrasse, il y a une soudure qui a lâché. Je ne pouvais pas savoir. Donc, si vous n'avez pas une maintenance préventive qui est dessus, collée, on est quand même sur 6-8 mètres cubes de stockage. On est quand même sur du 150 mètres carrés. C'est très important d'avoir cette valeur. On ne l'a pas avec le capteur de pression, c'est pas grave. On l'aura avec la température du capteur qui va monter à plus de 100 et le ballon il sera resté à 20. Tout de suite, on sait qu'il se passe un problème. Donc oui, le coût va en fonction du matériel, je vais vous dire, qui est en place. Et effectivement, il ne faut pas que la maintenance vienne rogner la partie des économies. Sinon, ce n'est pas la peine. Et donc, il y a un coût comme ça, magique, hein, un petit coût au mètre carré de par capteur qu'il faut prendre en compte ou autre. Il y a un ratio pour plus de 25 mètres carrés ou entre 25 et 50. Non, parce que on a aujourd'hui différents schémas, aux techniques, pas aux techniques, des options avec des retours de boucle. Enfin voilà, il y a plein de schémas différents. Et donc, ça demande de rajouter des sondes, de rajouter des comptages. Tout ça, c'est tout le matériel effectivement qui est nécessaire donc en métrologie, donc pour vérifier que les installations fonctionnent bien, effectivement. Il y a un système automatique comme Réseau qui peut marcher. Ma question n'est plus sur le travail donc régulier que vous allez faire de visite. C'est combien? C'est 1, 2, 3, 5 jours par an, etc. Excusez-moi. Donc effectivement, oui, sur les installations en dessous de 20 à 25 mètres carrés, déjà si on vient une fois par mois juste pour relever et le marquer dans le chaufferie, ça c'est très bien. Il ne faut pas oublier que les installations solaires individuelles ou collectives ont une maintenance
récurrente chaque année. Moi, je le fais entre octobre et avril, ça évite de couvrir les capteurs, qui est contrôle de glycol, le pH, vérification du vase d'expansion, la pression, auto-vidangeable ou pas. Voilà, on vérifie plein de paramètres. Il y a une cinquantaine de points de contrôle qui sont dans les règles SOCOL, rage. Voilà. Sur les installations supérieures, là, je ne vous cache pas, une fois par semaine, c'est très bien. D'accord, merci. Merci. Merci à tous. Je pense que si vous voulez avoir le temps de boire le café, il est temps qu'on s'arrête. Je remercie ceux qui nous ont suivis en distanciel, comme on dit maintenant. Et puis, d'ici un quart d'heure, retour dans cette salle pour la partie réseau de chaleur. Voilà. À tout à l'heure. Merci.